en passant par une initiation, même si c'est pas la même initiation et même si c'est pas la même doctrine, c'est quand même le principe, le même humanisme. Oui, il faut se convertir et puis c'est pas suffisant, il faut être instruit dans la religion. C'est très important chez les francs-maçons d'être instruit dans la religion, évidemment. Oui, mais c'est comparable à ce qui se passe dans le christianisme. Dans n'importe quelle religion. Oui, sauf que normalement, dans la religion, dans la nouvelle alliance telle qu'elle est formulée dans Jérémie 31, il ne s'agit plus de s'instruire, il s'agit d'avoir la science infuse et donc de pas, on s'initie pas. Normalement dans le judaïsme, il faut déjà être né comme juif. Oui. On ne devient pas juif par l'opération d'une initiation quelconque. Donc déjà, en ce sens-là, mais cela dit, il y a des juifs qui considèrent au contraire qu'il faut s'initier aussi. Bon, mais globalement, la différence est là. La différence, c'est que pour les juifs, et même à mon avis pour Jésus, il disait à peu près la même chose. Hein. Il ne s'agit pas tellement même le baptême n'est pas, à mon avis, fondamental pour Jésus. C'est quelque chose qui est en soi, qui est gravé en soi. Et ça se rapproche plus d'ailleurs du protestantisme, d'une certaine manière. Comment tu vois le protestantisme ? Le protestantisme, c'est un petit peu la véritable conception de la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire, c'est la grâce, c'est le fait d'avoir en soi l'illumination, l'inspiration. Il ne suffit pas de passer par un rituel. Quoique, bon. Donc, à mon avis, même si le catholicisme et le maçonnisme n'aboutissent pas au même résultat, quelque part, c'est le même processus, c'est le même principe d'initiation, d'intégration, d'entrée dans le groupe, qui est ouvert à tout le monde. Parce que les francs-maçons, en principe, ils sont ouverts à tout le monde. Non. En principe. Oui, mais... c'est peut-être plus sélectif que le catholicisme ou que l'islam. Non, oui, mais ils peuvent te refuser. Je veux dire, ils vont regarder si tu es initiable ou pas initiable. Donc, ils sont ouverts à tout le monde. Venez chez nous, mais si on n'arrive pas à vous initier, etc., oui, mais ils ne vont pas tenir compte de tes origines. Ah non, ils ne tiennent pas compte de tes origines. Mais c'est ça la différence. Donc c'est en principe tout le monde, si individuellement et personnellement ça fonctionne, ça passe. Tout le monde peut y aller, mais enfin il faut être reçu. Oui, mais il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, comme on dit. Oui, dans la franc-maçonnerie, il y a autrement. Non, il n'y a pas d'appelés, parce qu'on entend des gens qui viennent tout seuls. Il y a aussi des appelés. Oui, mais dans la franc-maçonnerie, je veux dire... ah si, il y a beaucoup de cooptation, de recrutement. Oui, mais c'est par relation, je veux dire. Oui, mais c'est... d'accord, mais... Et puis... cooptation, c'est ça. Et puis il y a tout un processus qui fait que après, je veux dire... tu as une première instruction, et puis après une première instruction, c'est la loge qui t'accepte ou te refuse. Et oui, tu peux te refuser avant. Il est un fait que ça n'est pas... Tu peux te faire refuser avant d'être présenté à une loge. Oui, il peut y avoir il suffit qu'il y ait un membre de la loge qui soit contre toi pour que tu puisses pas entrer, des trucs comme ça. Mais on va... alors, il y a un nombre de boules blanches et de boules noires. Voilà, c'est ça. Alors, je ne me rappelle plus combien il faut les boules noires, c'est mauvais, il faut contrer les boules noires. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs en français black boulet. Oui, c'est de l'anglais, black boulet. Oui, ça veut dire ça. Oui, mais c'est l'argot de... C'est de l'argot. C'est l'argot des francs-maçons, je veux dire, anglais. Oui, je sais bien. C'est de l'argot. Black boulet, c'est de l'argot. C'est de l'argot de francs-maçons. Ça renvoie à l'idée de boule noire. Non, voilà. mais les francs-maçons ont leur argot comme tout le monde. Sauf qu'on le connaît, il n'y a pas que les francs-maçons qui emploient l'expression black boulet. Oui, mais c'est l'argot maçonnique qui est passé voilà, dans le langage courant. Merci. Bon, mais cela dit, malgré tout, si on est accepté, l'initiation va faire de toi un franc-maçon. Tu deviens franc-maçon. Si tu suis le rituel, il y a un rituel à suivre. C'est un rituel extérieur, c'est pas le fait de descendre, c'est pas un rituel génétique, c'est pas un rituel biologique. Il y a une grande formule chez les francs-maçons, en théorie, je veux dire, et ils vont pas te dire qu'ils sont francs-maçons. Mes frères me considèrent comme tel. Tu vois, c'est une tartufferie. Oui, d'accord. Oui.
Oui. Non, c'est une tartufferie. Oui. Mais mes frères le considèrent comme tel, c'est-à-dire que... C'est-à-dire... C'est un groupe ouvert qui est fermé. Bon, Oui. c'est une secte. Je veux dire, c'est une secte puisque je veux dire, tu fais partie de la secte, tu n'en fais pas partie, c'est ça. Oui. C'est tout. Oui. Mais non, mais je sais bien, en dehors de ces différences, il reste que, voilà, il y a un processus qui fait qu'on peut devenir franc-maçon. On peut être intégré. Non, je dirais plutôt qu'on peut être intégré dans la franc-maçonnerie. Voilà, c'est ça. Bon. Quand même, alors c'est plus difficile que d'être intégré dans l'islam ou dans le catholicisme. Ah oui, c'est facile d'être intégré dans l'islam et dans le catholicisme, alors que et c'est là que peut-être que ça rejoint le judaïsme, c'est que c'est difficile, c'est pas évident d'être intégré dans la franc-maçonnerie. Et Oui. en plus, tu t'intègres dans une obédience. Oui. Non, mais c'est divisé en obédience. Oui, je sais bien. L'intégration, c'est obédience par obédience. D'ailleurs, entre parenthèses, le théâtre du Nord-Ouest est à 200 mètres du Grand Orient, Ben oui. sur le plan géographique. Oui, oui. Hein, je te signale pour situer l'endroit. Oui, oui. Bon. Et d'ailleurs, tu peux très bien descendre au métro Cadet Ah oui. pour aller au théâtre du Nord-Ouest. Oui. Tu n'es pas obligé de descendre à Bonne Nouvelle. Si tu es sur la ligne 7, tu descends à Cadet, à partir d'Opéra. Pareil, tout ça, peu importe. Bon. Mais est-ce qu'on peut dire que la maçonnerie, on peut plus facilement entrer dans la maçonnerie que dans le judaïsme ou que dans le christianisme? Alors voilà, il y aurait trois pôles. Est-ce que la maçonnerie irait plutôt du côté du judaïsme ou plutôt du côté du protestantisme ou du côté du catholicisme? Bon. Non, manifestement, c'est protestant. La franc-maçonnerie est protestante. Oui. Alors justement, comment est-ce qu'on devient protestant? C'est quelqu'un qui voudrait se convertir au protestantisme, ce serait plus difficile que pour devenir catholique. Il y a plus de tests, il y a plus de questions qui se font poser, à ton avis, pour recruter des protestants? Est-ce que ça correspondrait davantage à la conception protestante de la conversion que la conception catholique de la conversion? C'est vrai que les protestants font plus de prosélytisme que les catholiques. Je veux dire, ils cherchent à vous convertir, je veux dire. Ah oui, mais est-ce que c'est plus facile de devenir protestant que catholique? J'en sais rien, mais c'est plus facile d'être invité à le devenir. Ah bon, mais c'est autre chose, donc c'est pas... Ah oui. Donc ça ne... Donc là, on est en train de parler de la difficulté, justement, de devenir quelque chose. Non, c'est plutôt très facile de devenir alors donc c'est pas le bon exemple, protestant. Donc les francs-maçons, c'est une élite pour les humbles, c'est tout. Oui. Voilà, en deux mots. La franc-maçonnerie, c'est une élite pour les humbles. Pour les humbles, je ne sais pas comment on dit, mais les humbles. Oui. Mais est-ce que ça ne... Non, parce que moi je me pose des questions, j'ai pas encore pu répondre. Est-ce que quelque part, justement, est-ce que ce ne serait pas une façon, justement, pour des gens qui ne sont pas nés directement avec une nez coiffé, si on peut dire, Oui. D'avoir un moyen de rattrapage? Tout à fait. La franc-maçonnerie, c'est une élite pour les humbles, c'est un moyen d'ascension sociale. Mais est-ce que c'est pas ce qui s'est passé aussi du temps de Jésus, où quelque part, à un moment donné, on a dit, mais vous les païens, même si vous n'êtes pas juifs, vous avez quand même la possibilité d'accéder à tout cela? C'est ça qu'on leur a fait miroiter. C'est ça, oui. Hein, on leur a dit, vous n'êtes pas nés juifs, mais grâce au baptême, grâce à Jésus qui est mort sur la croix, vous allez pouvoir devenir, être les égaux des juifs. Tout à fait. C'est ce qui est dans la lettre aux Éphésiens d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Bon. Et là, effectivement, de ce côté-là, peut-être que ce serait une sorte de cours de rattrapage en disant, voilà, vous n'êtes pas nés là où il fallait naître, mais en suivant cette voie-là, vous allez pouvoir retrouver le niveau qu'il faut. Tout à fait, la franc-maçonnerie est élitiste, ouverte à tout le monde. Alors, c'est un paradoxe, c'est elle propose de créer une nouvelle élite en quelque sorte, qui n'est pas l'élite, mais enfin au départ... Une élite parallèle. Oui, sauf qu'au départ, il y avait... C'est une élite parallèle, c'est ça. Au départ, il y avait quand même beaucoup de nobles dans la franc-maçonnerie. Hein, au départ, oui, bien sûr. Donc il y avait déjà une élite qui était déjà en soi. Oui. Qui ne dépendait pas de la franc-maçonnerie. Donc c'est tout à fait une élite parallèle, mais en même temps ouverte au nom noble. Oui, c'est ça. C'est ça.
Donc une forme de démagogie quelque part. Oui, donc on retrouve cette même problématique chez les chrétiens. C'est pour ça que quelque part, si je te pose la question, moi j'ai pas encore la réponse. Qu'est-ce que c'est que la franc-maçonnerie? J'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire. Je sais ce qu'elle est devenue, mais je sais pas d'où ça sort, pourquoi c'est apparu, quelles en étaient les motivations, le projet, etc. Elle a une histoire. Oui, mais moi je reste sur ma faim pour l'instant. Mais donc, si tu veux, cette histoire est plus ou moins mythique, ou pas mythique, je veux dire. Alors, entre autres, ce seraient les Templiers qui auraient fui en Angleterre et qui auraient conservé un tas de secrets ésotériques. Et qui ensuite seraient passés dans les loges maçonniques au début du XVIIIe siècle. Mais comme on a dit, les enjeux, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était déjà une bonne piste à mon avis. Les enjeux, c'était le mimétisme quelque part, c'est-à-dire de retrouver, d'être une élite effectivement, comme le sont les Juifs éventuellement, ou bon. Non, mais il y a un mimétisme. Oui, donc il y a un mimétisme dans la franc-maçonnerie qui fait que les différentes obédiences se reconnaissent entre elles et savent que c'est partout le même moule. Non, mais mimétisme par rapport aux autres, pour imiter qui? Ils veulent imiter qui? Ils veulent rejoindre. On en a parlé. Ils s'imitent entre eux. Non, mais d'accord, mais ça c'est notre problème. On ne parle pas de cette imitation entre eux. On parle de qu'est-ce qui motive l'existence même de la maçonnerie. Où est-ce qu'ils veulent en arriver? Qu'est-ce qu'ils ont en ligne de mire? Qu'est-ce qu'ils veulent imiter? Qu'est-ce qu'ils veulent remplacer? Je ne sais pas. Non, mais ils se donnent des origines, tu vois. C'est les non, mais les origines, c'est autre chose. Pourquoi ils se donnent ces origines? Dans quel but? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Ils ont dans la tête une tradition. Non, mais pourquoi est-ce que cette tradition, pourquoi il y avait ce besoin de ça, de ce courant-là? Qu'ils puisent dans telle et telle tradition, c'est un autre problème. Mais qu'est-ce qui a fait que ça a pu prendre? Quelles étaient les bonnes ou les mauvaises raisons, si on peut dire? Je ne te demande pas d'y répondre, je me pose la question. Oui, mais j'ai l'impression que pas vraiment. C'est moi ce que je veux faire, je vais psychanalyser la franc-maçonnerie, comprendre pourquoi ils veulent ça, pourquoi ils veulent ceci, pourquoi ils veulent cela, et qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, qu'est-ce qu'ils veulent remplacer, le grand remplacement. Par exemple, on voit que les païens, que les païens soient devenus chrétiens, ça se comprend. À un moment donné, ils voulaient effectivement se retrouver. Il y avait un certain prestige du judaïsme quelque part, et ils voulaient rejoindre ce courant-là. Ils voulaient être mis sur le même pied que les Juifs. Les païens, en France, voulaient s'intégrer à l'Empire romain. Non, mais c'est une question. Les païens, c'est des étrangers qui veulent s'intégrer dans le pays où ils arrivent. Non, mais l'Empire romain, il est devenu chrétien qu'au IVe siècle. Hein. Oui, mais justement, les barbares se sont intégrés au christianisme parce qu'ils étaient. Non, mais c'était déjà entré. Non, mais il y a déjà eu beaucoup de païens qui, bien avant Constantin, bien avant le concile de Nicée. Oui. Qu'à un moment donné, que ça peut être ça, oui. Mais au départ, ils voulaient surtout. C'est pour ça que je parlais de deuxième immigration. Première immigration, c'était les Juifs qui voulaient vivre un nouveau judaïsme. Deuxième vague, des païens qui, à cette occasion, se disaient ah ben nous on veut devenir juifs. Oui. Mais juifs à cette sauce-là. Oui. Hein. Et puis après, peut-être que c'est parce que comme la religion est une religion d'État, ils voulaient simplement être romains. Je ne sais pas, il y a toutes sortes de niveaux. Dans chaque cas, il y a une volonté de rejoindre quelque chose. Dans le cas des francs-maçons, on ne comprend pas très bien. On comprend très bien ce qu'ils avaient quelles étaient leurs motivations. Et même aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils le savent eux-mêmes. Ah oui, pourquoi s'est créée la franc-maçonnerie? Oui, c'est ça. Alors qu'avant, il y avait d'autres choses dans l'œil, mais qui n'étaient pas la franc-maçonnerie. Oui,
Alors peut-être que ça correspond, si on prend une position un petit peu comme la mienne, à savoir qu'il y a une nouvelle époque à partir du XVIe, XVIIe siècle, avec un esprit nouveau, une nouvelle dynamique, et que la franc-maçonnerie serait l'expression de cette nouvelle dynamique. Tu vois ce que je veux dire? Il parle beaucoup de la première constitution maçonnique. Je veux dire, bon, mais Anderson. Anderson, c'est une constitution, je veux dire, mais des constitutions, il y en a eu avant, Bien sûr. et il y en a eu après. Oui, oui, ils en Et en parlent parallèle, dans tous ces bouquins. Ils en cette parlent. histoire de constitution, déjà cette histoire de constitution, Est-ce qu'il y avait un enjeu, par exemple, alors, je change de sujet, est-ce qu'il y avait un enjeu lié à l'Angleterre, par exemple? Ou au rapport entre la France? Est-ce que c'est un enjeu qui serait expliquerait par rapport au contexte culturel de la France ou de l'Angleterre, si on prend ces deux pays? non, c'est l'international des lettrés, c'est tout. Non, mais au départ, c'était quand même très anglais, quelque part. Oui, mais la franc-maçonnerie est fondamentalement internationale, fondamentalement. Oui, mais ça, c'est. Oui, peut-être, mais ça ne répond pas à la question, que ce soit international ou pas international. Ça brouille, ça noie le problème. Le problème, c'est de savoir pourquoi c'est né là, en Angleterre, et qu'il y a peut-être des raisons, un surdéterminisme qui faisait que ça pouvait naître là. C'est pas compliqué à comprendre, ça. En connaissant le contexte politique de l'Angleterre du début du XVIIIe siècle, qui avait vécu, effectivement, qui était devenue protestante, alors qu'elle était catholique jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Alors là, ça explique les choses. C'est que l'Angleterre catholique devient protestante et ça Oui, à partir de 1688, ils sont protestants, les rois d'Angleterre. Oui, donc c'est les. Alors là, la franc-maçonnerie est partie liée avec le protestantisme. Avec une influence hollandaise d'ailleurs, parce que le Non, mais prince. alors là, la franc-maçonnerie est partie liée avec le protestantisme. Ça, c'est évident. Oui, mais il faudrait creuser davantage. Avec le protestantisme, oui, ça c'est un élément, mais pourquoi est-ce qu'elle avait besoin, pourquoi est-ce qu'elle a existé, cette franc-maçonnerie? Donc moi je dis, quelque part, ma théorie en fin de compte, je l'ai déjà exposée, c'est que on est dans une ère nouvelle, une ère de réflexion, parce qu'on passe quand même de la maçonnerie opérative à la maçonnerie spéculative. Donc on est dans une recherche de, comment dirais-je, dépasser la matière en quelque sorte, parce que quelque part, paradoxalement, ils ont beau se référer aux maçons, eux, ils sont pas du tout maçons. Ils sont pas du tout des manœuvres. Ah non, ils s'appellent francs-maçons, mais ils sont ni francs ni maçons. Voilà. Donc c'est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils prennent le contre-pied de la maçonnerie opérative. Oui. Bon, donc c'est déjà intéressant parce que ce passage, ça fait penser au passage entre le judaïsme et le christianisme. C'est une volonté de dépasser un cadre professionnel, rituel trop rigoureux pour quelque chose de plus libre. Et en même temps, j'ai l'impression que les maçons, malgré tout, comme tu dis toi-même, il faut avoir la vocation quelque part pour être maçon. Il faut avoir une vocation. Donc c'est une façon de dire il y a des gens qui ont la vocation et on va rassembler ces gens-là. On va rassembler les gens qui ont un appel intérieur. Voilà. Oui. Et donc ça correspond peut-être à une époque, à un changement d'air, un changement d'époque. Alors, le XVIIIe siècle a été un changement d'époque. Oui. Voilà. C'est les temps nouveaux, c'est quelque part. Oui, mais les temps nouveaux, c'est la Renaissance, mais je veux dire, il a fallu un certain temps avant qu'on passe de la Renaissance. Chaque siècle progresse. Alors, dans certains pays, il y a des pays qui sont en avance et des pays qui sont en retard. On dit, bon, mais il y a une progression d'un siècle à l'autre. Mmh. Les méchants diraient régression, on peut le dire aussi. Il y a des régressions d'un siècle à l'autre, je veux dire, il y a progression et régression. Alors, bon.
Et moi, je ne prends pas position, mais je veux dire, je prends pas progrès. Donc, on veut penser qu'il y a des progressions, il y a des régressions. Voilà, c'est significatif que ce soit né en Angleterre, dans un pays protestant, anciennement catholique. Oui, dans le pays qui est en train de devenir protestant. Enfin, et qui est anglican aussi, par ailleurs. Et qui est resté catholique, parce que la religion anglicane, vraiment, ils sont catholiques. Sauf qu'ils refusent le pape. Bon. Ils refusent le pape, mais ils sont très proches des églises orthodoxes. Bon. À la limite, l'église anglicane, c'est une église catholique orthodoxe. Mais il y a aussi un conflit, parce que la dynastie des Stuarts, elle est rejetée au profit de... Bon, etc. Enfin, je veux dire qu'il y a peut-être des enjeux... Oui, il y avait des enjeux dynastiques, etc. Je veux dire, bon, Peut-être que ça s'explique peut-être par des questions de ce genre. Voilà, comme en France, la Ligue, la période de la Ligue a été très importante. Lorsqu'Henri IV a voulu succéder à Henri III et qu'il a dû changer de religion, etc. Enfin, il y a des trucs comme ça qui s'expliquent par le contexte politique d'une époque. Bon. Mais bon, moi je cherche, de toute façon, je n'ai pas encore la solution. Quand je l'aurai, je te la donnerai. Mais la franc-maçonnerie en France, c'est pas grand-chose. La franc-maçonnerie est importante aux États-Unis. Oui. En Angleterre, j'en sais rien. Mais c'est aux États-Unis. Enfin, elle a joué un rôle important, la franc-maçonnerie en France, au niveau politique, au niveau des... Pour être franc-maçon, ça facilitait la carrière politique. Oui, mais ça s'est passé sous la Troisième République. Oui, c'était la France quand même, oui. Oui. Quand tu dis la France d'aujourd'hui, toi, quand tu dis la France, c'est pas forcément d'aujourd'hui. Et même sur la quatrième, bien. Enfin, je sais pas, moi j'ai eu des listes comme ça de... Alors le grand souci des francs-maçons, c'est d'avoir des loges maçonniques en Algérie, en Afrique, dans l'archipel d'Afrique, en Algérie ou dans les pays musulmans, je veux dire. Bon, c'est renseigne-toi si... Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une religion syncrétique qui emprunte un peu à tout, à gauche et à droite? Ah, tout à fait, c'est très syncrétique. Et même, ils ont eu une influence, alors je sais suivre, ils ont eu une influence sur Abdelkader. Tu comprends, Abdelkader est venu en France, bon, mais il a été séduit par les francs-maçons. Oui, il était prisonnier en fait. Il était prisonnier, mais enfin, il y avait des discussions politiques et tout et tout, tu vois. Je veux dire, bon, il a bien vu que il a été séduit par les francs-maçons et qui lui ont rendu sa pièce et qui lui ont permis de retourner en pays arabe. Ah oui. Bon, en Syrie, bon, peu importe, mais il a été utile en Syrie. Oui. Il a été utile en Syrie. Ah oui, c'est vrai. Oui. Mais ça, c'est la maçonnerie, c'est... Non, moi je me demande pourquoi ça existe, effectivement. Je me pose la question. Pourquoi est-ce qu'à côté des religions, des grandes religions, il y a cette maçonnerie qui est là? On va en parler avec les Africains. Lui, la franc-maçonnerie en Afrique, lui, il dira des choses. Peut-être, pourquoi pas? Moi. Peut-être. C'est possible. Mais... Alors, en Afrique noire, ça marche très bien, la franc-maçonnerie. Mais malgré tout, ils ont quand même une relation avec avec les Écritures saintes, avec la Bible, quelque part, où c'est pas important. Est-ce que l'ésotérisme... qu'est-ce que c'est que cet intérêt pour le symbolisme, l'ésotérisme? Où est-ce que ça va? Est-ce qu'ils veulent retrouver une religion originelle? Je sais pas, moi, je comprends pas très bien. La symbolique est présente dans la maçonnerie opérative. Oui. Et ils ont pris leur symbolique dans la maçonnerie opérative. Oui. L'équerre, effectivement, le combat, tout ça, oui. Bon. Il faut voir... ils ont gardé cette division en trois niveaux, qu'on retrouve d'ailleurs chez Dumézil, l'apprenti, le compagnon, le maître, etc. Bon, c'est un petit peu la dialectique du maître et de l'esclave, enfin je ne sais pas exactement, il faut voir. Mais ça peut être anecdotique, les emprunts ne définissent pas forcément un courant.
Et ce courant, il se nourrit comme ça, mais c'est peut-être pas forcément l'élément déterminant. Tiens, à propos, qu'est-ce que tu penses